Donc on commence le quatrième podcast du module apprentissage de données biologiques. Dans une première partie, on avait commencé à définir les problématiques d'apprentissage comme des problèmes de régression, puisqu'il s'agit de prédire soit une variable réponse quantitative, soit une variable réponse catégorielle. J'ai un peu traité les deux problèmes de prédiction sur le même plan, puisque on utilise des outils qui en général peuvent se décliner pour une variable réponse quantitative et pour une variable réponse qualitative. Et donc cette première partie avait pour objectif un peu de vous montrer les limites des outils considérés comme traditionnels, méthode des moindres carrés ou méthode du maximum de vraisemblance, et puis aussi procédure de sélection lorsque l'on est en grande dimension ou lorsque l'on travaille sur des données qui sont très corrélées comme des données de courbe. Donc dans le dernier podcast, le podcast numéro 3, on avait apporté une réponse un peu algorithmique à ces questions-là, en disant finalement ce qu'on observe lorsque l'on est en grande dimension avec des méthodes traditionnelles, c'est une instabilité de l'estimation des coefficients des modèles, qui se traduit par une explosion des coefficients. Du coup, attaquons-nous directement à ce problème en limitant cette explosion des coefficients, et donc c'est là où j'avais introduit les méthodes de régression pénalisée, on dit aussi régularisée, avec ces deux principales versions que sont la régression Ridge et la régression Lasso. Avec toujours l'idée qu'on peut décliner ça à chaque fois pour de la prédiction de variables quantitatives et qualitatives. Donc là, on va voir dans ce podcast numéro 4, d'autres méthodes qui apportent un élément supplémentaire par rapport aux méthodes de régression régularisée, au sens où elles sont moins boîte noire, c'est-à-dire que elles vont nous apporter plus d'informations sur les modèles de prédiction. Même, on va garder cet objectif d'améliorer la prédiction, mais on s'appuie sur une vision des données qui est un peu moins boîte noire, donc ça va être un peu moins algorithmique. Alors deux méthodes, pour le coup là je vais séparer un peu l'aspect prédiction de variables quantitatives et qualitatives, donc deux méthodes, une méthode qui s'appelle partial least squares, on traduit pas en français, on pourrait traduire par moindre carré partiel, mais personne ne le fait jamais, donc je vais parler de méthode PLS ou méthode partial least squares. Et puis une autre méthode qui s'appelle l'analyse discriminante linéaire de Fisher, qui elle ne concerne que la prédiction de variables réponses catégorielles. Alors ces approches que je vais présenter aujourd'hui sont dites à variables latentes. Donc quelle est l'idée des variables latentes? Eh bien, en fait, vous connaissez un peu ces principes-là à travers la CP. L'idée générale des variables latentes, c'est de considérer que dans l'ensemble des variables dont on dispose, il y a en fait des quantités latentes qui ne sont pas mesurées directement, ou plutôt qui sont mesurées par différentes variables. On peut prendre un exemple simple. On fait un sondage de type socio-économique, et puis dans ce sondage, on mesure par région à partir de ce sondage, on mesure par région le taux de chômage, le taux de diplôme bac plus 2, etc. Bref, tout un tas d'informations comme ça. Dans ces données-là, en fait, à travers ces variables-là, on mesure quelque chose qui relève de la pauvreté ou la richesse, en tout cas le niveau de vie, en fait, le niveau de richesse ou de pauvreté des gens. Donc voilà, ça c'est un concept qui est un peu flou, mais on voit bien ce que ça veut dire, mais qui recouvre différents aspects, donc qui est mesuré par différentes variables, et donc on résume par des variables latentes. Quand on fait de la CP, on interprète les axes de la CP comme des variables latentes que l'on relie avec les variables initiales, et ce qui donne des aides à l'interprétation, mais ça reste des concepts en fait. Je sais pas, des concepts comme la qualité de vie aussi en médecine. On va mesurer par un sondage la façon dont les malades vivent leur séjour à l'hôpital, avec des informations sur leur état un peu mental,
et puis sur leur souffrance, etc. Et tout ça, ça va former un score latent qu'on appelle le score de qualité de vie. Donc il y a un tas d'exemples comme ça où on mesure des scores latents que l'on ne sait pas mesurer directement par une seule question ou par une seule variable, mais plutôt qu'on peut approcher par différents aspects. Donc on va être dans ce type de modèle aujourd'hui, sauf que les scores latents chez nous, ils vont avoir une vocation, c'est de prédire une variable y. Alors je vais commencer par des choses qu'on a déjà vues, qui sont un peu élémentaires parce qu'ils relèvent de la régression. On va se mettre dans la situation où on a un profil de variable explicative que j'appelle x. Donc x est composé de x1 jusqu'à xp. Vous allez voir dans les exemples qu'on va traiter, le nombre de variables explicatives va être important, le nombre p, en tout cas plus important que le nombre d'individus de l'échantillon n. Et puis je vais considérer dès le début, mais ça ne changera pas grand-chose, que ces variables explicatives dans l'échantillon, elles sont centrées et réduites. Voilà. Donc si je m'intéresse à une question que j'ai déjà traitée dans le podcast 2, au moment où on faisait de la sélection de variables, au choix de la meilleure variable explicative, je vais ajuster P modèle de régression de Y sur chacune de ces variables explicatives. C'est ce qui apparaît ici dans l'équation. Et puis, je vais considérer le coefficient, enfin l'estimation du coefficient qui est ici. Alors, cette estimation, lorsque les variables sont très réduites, c'est juste la covariance entre la variable explicative centrée réduite et Y. Et cette covariance-là, en fait, c'est ce qui va servir de critère pour choisir le meilleur modèle, puisque cette covariance, dans le cas où x a été centré réduit préalablement, elle est directement fonction du R carré. Le R carré, c'est la covariance au carré divisé par la variance de y, et puis évidemment au dénominateur il faudrait aussi multiplier par la variance de x étoile j, mais comme elle est réduite, ben, ça fait 1. Donc le R carré, c'est la corrélation entre x étoile et j, c'est donc cette expression-là, et donc pour choisir le plus grand R carré, il suffit de choisir la plus grande covariance entre x étoile et y. Ok, donc ça veut dire que je vais choisir une variable centrée réduite comme étant intéressante si elle a une grande covariance. Alors j'ai mis le carré ici parce que le site nous importe peu, donc une grande covariance carrée entre cette variable et puis y. Bon, alors la problématique va être simple. On va dire qu'on va pas se contenter de sélectionner une variable, mais on va construire ce que j'appelle t ici, que je vais appeler variable latente, exactement à l'image de ce qu'on fait en ACP. Je vais construire une combinaison linéaire de ces variables centrées réduites, donc alpha 1, x1 étoile, plus alpha 2, x2 étoile, etc. Et je vais faire en sorte que les coefficients alpha 1, qu'on appelle en alpha 1, alpha 2, alpha b, on les appelle en ACP les coordonnées des variables. Ici, on va plutôt utiliser le terme anglais, on parle de loadings. Ces coefficients sont appelés les loadings. Donc on va choisir les coefficients de telle manière à ce que le carré de la covariance entre cette variable latente et y soit le plus grand possible parmi toutes les combinaisons linéaires possibles de ces variables explicatives. Alors je mets une contrainte parce qu'évidemment si je multiplie si je multiplie cette variable latente par un coefficient, ça ne va pas changer son pouvoir explicatif. Donc histoire de normaliser un peu cette variable latente, je mets une contrainte qui peut être par exemple que la somme des carrés des coefficients est égale à 1. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour extraire cette variable latente dans R, mais sachez que je ne vais pas insister sur les aspects algébriques. En fait, répondre à cette question, c'est-à-dire trouver la valeur des coefficients, c'est résoudre un problème algébrique dont la solution est explicite. On peut trouver les coefficients qui sont ici. Donc pour ça, je vais aller dans RStudio, où j'ai préalablement chargé le script qui s'appelle session4.r. Donc je déclare le répertoire de travail comme je le fais habituellement. J'ai utilisé un certain nombre de packages que je ne réinstalle pas parce qu'ils sont déjà installés. En revanche, je vais dire que ces packages-là, j'en ai besoin. Donc je vais les charger dans la session. À chaque fois, je mets la raison pour laquelle je veux les charger
On y reviendra de toute façon au moment de leur utilisation. Certains d'entre eux, c'est juste pour faire du graphique. D'autres, c'est pour utiliser des méthodes de régression en grande dimension. Alors je travaille toujours sur le même jeu de données illustratif, on en verra d'autres dans les séances qui sont plutôt des séances de travaux dirigés. Donc le jeu de données illustratif, c'est celui que vous connaissez à partir des autres podcasts, à savoir celui où on cherche à prédire le pourcentage de viande maigre d'une carcasse de porc à partir de 137 variables explicatives qui sont des pourcentages de muscles distribués de manière régulière le long de la carcasse. Donc c'est un jeu de données de grande dimension, au sens où le nombre de variables est plus grand que le nombre d'individus, mais de dimension quand même assez modérée, ce qui nous permet de faire de la démonstration pédagogique sans avoir trop de temps de calcul important. Donc j'importe le jeu de données, donc on retrouve les 117 observations et les 138 variables, que je rappelle ici en donnant la dimension, et en ayant un point de vue un peu rapide sur les données, juste pour vérifier qu'elles sont toutes numériques. La dernière variable, c'est la variable 138, c'est la variable LMP, donc la variable réponse. Alors je vais faire un peu tout ça, je vais reprendre un peu tout ce que j'ai dit, mais à la main. Donc je vais construire la matrice des variables explicatives. Donc c'est la matrice PIG à laquelle j'enlève la 138e colonne. Ensuite je vais construire la matrice des variables explicatives centrées réduites. Pour ça j'utilise la fonction scale. Scale, ça centre et ça réduit chacune des variables. Je vais mettre dans Y la variable LMP. Et puis, comme je vous disais, je vais calculer les covariances entre chacune des variables explicatives et Y, et je vais élever tout ça au carré, pour m'apercevoir qu'au maximum, cette covariance, elle vaut 25,62434. Alors, je ne vais pas le rajouter dans le script, mais on avait déjà traité cette question de la sélection, donc on observe que c'est la 85e, dont le nom est x92. On a déjà vu ça lorsque l'on avait fait de la sélection de variables explicatives pour prédire y. Ok. Maintenant, je vais extraire la variable latente, c'est-à-dire la combinaison linéaire des variables x centrées réduites qui a la plus forte covariance carrée avec y. Pour ça, je vais utiliser dans le package qui s'appelle PLS, utiliser la fonction PLSR. Alors PLSR, ça veut dire Partial Least Squares Regression, régression. Ça fonctionne exactement comme les autres fonctions de modélisation de régression dans R, c'est-à-dire qu'il y a une formule que j'aime bien utiliser sous la forme LMP expliquée par points. Et ici, je mets dans les données, toutes les données. Je vais dire que je ne veux qu'une seule composante PLS pour l'instant. Et puis le scale égale true, c'est juste pour dire qu'on centre et on réduit les variables explicatives, mais c'est fait par défaut. C'est juste pour vous dire que c'est fait par défaut, que je l'ai rajouté là. Voilà, donc lmp.pls, c'est aller très vite, puisque je vous ai dit, il n'y a pas d'algorithme itératif, tout ça c'est explicite, c'est de l'algèbre. Donc j'ai calculé tout ce qu'il faut ici pour avoir la variable latente. Cette variable latente, on va la retrouver en lui demandant les scores de cet objet lmp.pls. Le score, c'est le nom qu'on donne à la variable latente. Donc, LV comme variable latente. Et puis les loadings s'obtiennent avec la fonction loadings, me donnent les alphas en fait. Donc LV, c'est un vecteur qui a autant de valeurs qu'il y a d'individus dans le jeu de données, 117, puisque la variable latente va prendre une valeur pour chaque individu. Et puis alpha, c'est un vecteur qui a autant de valeurs qu'il y a de variables explicatives. Ce sont les coefficients qu'on attribue à chacune des variables dans la construction de la variable latente. Donc pour me rendre compte du fait que, en prenant une combinaison linéaire des variables, j'ai amélioré mon pouvoir de prédiction par rapport à n'en prendre qu'une seule choisie parmi les 137, je vais calculer la covariance entre la variable latente centrée réduite et y, et je vais élever au carré. Voilà. Donc en faisant ça, je m'aperçois que le résultat que j'obtiens ici, donc c'est le carré de la covariance entre la variable latente et y, il est plus grand
pas beaucoup plus grand, mais un peu plus grand que celui qu'on obtient en prenant la meilleure variable explicative. C'est pour ça qu'a été choisie cette variable latente. Je vous rappelle que la variable latente, elle a été choisie de telle manière à ce que cette covariance au carré soit maximale. Ce qui veut dire, j'insiste un peu, mais qu'il n'y a pas d'autre façon d'attribuer ou d'estimer les coefficients en alpha si on veut maximiser le carré de la covariance entre une variable latente et y. Alors, une manière un peu d'interpréter, tout à l'heure j'ai dit que on était dans une méthode qui était moins boîte noire que ne le sont plutôt les méthodes de régression Ridge et Lasso. On peut interpréter effectivement ce que sont ces variables latentes à partir d'outils qui vont ressembler à ceux qu'on utilise en ACP pour interpréter les coefficients. Ici, ce qui nous intéresse, c'est d'interpréter les loadings, puisque les loadings mesurent l'influence de chacune des variables explicatives sur la variable latente. Donc je fais un plot avec en abscisse ici les variables de 1 à 137 qui sont rangées le long de la carcasse et en ordonnée les coefficients alpha. Le reste ce sont des arguments esthétiques dont j'ai déjà parlé avec les coefficients d'inflation des caractères ici, tous les CEX, les titres des axes, etc., etc. Donc je lance cette commande et donc ce graphique là il me donne les valeurs des loadings. Donc tous les loadings sont positifs. C'est normal, c'est lié au fait que on prédit un pourcentage de viande maigre et donc on va prendre une combinaison linéaire positive de pourcentage de muscle le long de la carcasse. Et puis on voit un peu que les coefficients loadings les plus forts sont donnés sur le tronc de la carcasse, ce qui confirme le fait qu'en sélection on avait aussi beaucoup de variables prédictrice qui était sélectionnée aussi dans le tronc de la carcasse ici, donc dans le centre de la carcasse. Voilà, donc je vais revenir un peu sur le diaporama. J'ai montré comment est-ce qu'on extrayait cette variable latente et dans le cas présent comment est-ce qu'on l'interprétait. Lorsqu'il n'y a pas d'ordre dans les variables comme ici, dans les variables explicatives, on peut simplement se contenter de regarder les corrélations entre la variable latente et puis chacune des variables explicatives, mais ici ça donnerait la même chose, ça donnerait le même type de graphique. Donc je reviens un peu sur la diapositive. Une fois qu'on a extrait la variable latente, il y a une deuxième étape qui est pour le coup extrêmement simple, puisqu'il s'agit de faire le lien entre y et cette variable latente juste par un modèle de régression linéaire simple. Donc, on a donc un modèle ou une approche plutôt en deux étapes. Une première étape d'extraction de variable latente et une deuxième étape, une fois qu'on a réduit les variables explicatives à leurs variables latentes, de régression sur les variables latentes. Ici, il n'y en a qu'une pour l'instant, donc je vais vous montrer comment ça se passe dans R. Donc je le fais à la main. Je fais de la régression linéaire simple de LMP sur LV. LV, j'ai mis ça dans un jeu de données qui a deux colonnes. LMP qui prend la valeur de Y et LV qui prend la valeur de la première variable latente, premier score. Donc je fais ça et je regarde les valeurs ajustées. Donc on va trouver des valeurs ajustées pour chacun des individus du pourcentage de viande maigre. Et juste je vous montre que j'ai pas besoin de faire ça à la main, qu'en fait tout ça c'est intégré dans la commande que j'ai utilisée pour construire l'objet lmp.pls. Si je lui demande d'extraire ici les valeurs ajustées, il va me donner directement exactement la même chose. Je voulais juste vous montrer que en le faisant à la main, qu'il n'y avait rien de magique derrière ça. On a extrait la variable latente et on a fait de la régression linéaire simple sur cette variable latente. Mais on n'aura pas ça à faire à la main quand on utilisera la fonction PLSR. Un mot sur la structure de cet objet. Donc ça c'est pas tellement statistique, mais c'est important de comprendre. C'est une structure tridimensionnelle. Alors je l'avais un peu évoqué dans une autre séance. Les méthodes de type PLS sont utilisées à la fois pour faire de la régression avec une seule variable réponse, mais aussi avec des blocs de variables réponses. On parle dans le premier cas de PLS1, dans le deuxième cas de PLS2. Ce qui explique cette structure tridimensionnelle. Alors, la première dimension ici du tableau, ce sont les individus. Je vais vous montrer la dimension de cet objet.
Donc les 117 lignes, ce sont les individus. La deuxième dimension, ce sont les composantes. Donc là, on n'en a qu'une composante PLS, donc on a qu'une variable latente, donc il peut y avoir qu'une seule... enfin, ça ne peut être que la valeur 1 ici. Et la troisième dimension, ce sont pour les Y. Donc il y aurait autant de valeurs ajustées qu'il y aurait de Y dans une troisième dimension. Ici, enfin, dans les cas qu'on va traiter généralement, il n'y aura qu'une seule variable Y. Voilà. Maintenant, oui, alors je vais continuer quand même un tout petit peu avant d'extraire une deuxième variable latente. Donc ça, ce sont les valeurs ajustées avec une seule variable latente. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer la performance de prédiction de cette approche? Eh bien, la fonction PLSR est plutôt bien faite. On a un argument qui s'appelle validation qui peut prendre la valeur CV comme cross-validation. Par défaut, la valeur c'est non, N-O-N-E, ce qui veut dire qu'on ne fait pas de validation croisée. Et si on change la valeur par défaut de cet argument en mettant cross-validation, on peut aussi lui donner le nombre de segments ici. Et pour le coup, là, il fait de la validation croisée, ce qui nous permet d'extraire le RMSEP. Donc, je recommence pour vous montrer que les valeurs sont un peu différentes. Hein. C'est parce qu'on a fait de la validation croisée tenfold et que donc il y a une permutation aléatoire, une segmentation aléatoire des données qui fait qu'on a des résultats un peu différents. Ce qu'on observe dans ce tableau, il y a deux lignes. Une ligne correspondant aux critères de validation croisée classique qui est demandé, c'est-à-dire le RMSEP, et puis une ligne qu'on appelle le critère de RMSEP ajusté. Donc vous constaterez que les résultats sont vraiment très proches. Donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Quand on calcule le MSEP, on divise par n dans la définition que j'ai donnée dans les diapositives. On peut aussi diviser par n moins le nombre de composants de PLS et c'est ce qui donne le critère ajusté. Peu importe, ici ça ne va pas changer grand-chose. Donc c'est vraiment pas important d'insister sur ces différences entre les deux lignes. Ce qui est important, c'est de voir les différences entre les deux colonnes. Dans la première colonne qui s'appelle intercept, on a le modèle nul en fait. Donc ça nous donne ici le RMSEP du pire modèle possible puisque c'est un modèle dans lequel Y ne dépend pas de X. Et le saut important, là, la décroissance importante du RMSEP, donc l'amélioration importante de la précision de la prédiction, lorsque l'on rajoute une composante, elle est marquée par le fait qu'on a un RMSEP beaucoup plus bas, de 1,3, lorsque l'on intègre une composante dans la modélisation partial least-squares. Voilà. Donc voilà, tout ça est intégré dans la fonction PLSR, c'est assez ergonomique. Et on a même ici une idée, un peu comme en ACP, du pourcentage de variabilité expliquée avec la fonction XPLVAR, c'est-à-dire Explained Variance. Donc on vous dit que 84% de la variance des variables explicatives est portée par cette première combinaison linéaire. Alors c'est maintenant que je vais repasser sur diapositive pour vous dire que une fois qu'on a créé un modèle avec une variable latente, il est tentant de se dire peut-être qu'on n'a pas exploité toute la variabilité. D'ailleurs on vient de le montrer, on a exploité seulement 84% de la variabilité. Et peut-être qu'il est intéressant de rajouter une deuxième variable latente. Alors pour rajouter une deuxième variable latente, comme en ACP aussi, on va être vigilant sur le fait que cette deuxième variable latente, elle n'est pas covariante avec la première, c'est-à-dire qu'elle porte une information originale par rapport à la première. Donc pour s'assurer ça, on va travailler sur un nouveau jeu de données dans lequel les nouvelles variables explicatives sont elles-mêmes indépendantes de la première variable latente. Pour faire ça, on dit alors le mot anglais c'est deflate, qu'on enlève l'influence de la première variable latente par régression de chacune des variables explicatives. Donc c'est ce que je fais ici. Chacune des variables explicatives, je regarde sa régression sur la première variable latente, et ce que je vais retenir, c'est le résidu ici. Le résidu, c'est la part de variation de x qui ne dépend pas de la variable latente. Donc c'est dans ce résidu-là que je vais éventuellement
chercher une deuxième variable latente dans l'ensemble de ces résidus. Donc EK, c'est la version, je vais utiliser un anglicisme, déflatée de XK par rapport à l'influence de la variable latente T. Donc une fois qu'on a ces EK, on fait comme si c'était les nouvelles variables explicatives, c'est-à-dire qu'on les centre et on les réduit pour former les E étoiles K. Et puis on regarde les variables latentes comme des combinaisons linéaires de ces nouvelles variables explicatives et on cherche les nouveaux coefficients alpha, de telle manière à ce que la covariance au carré entre cette nouvelle variable latente et y soit la plus grande possible. Elle sera forcément, cette covariance carré, plus petite que ne l'était la première, que ne l'était le carré de la covariance entre la première variable latente et y, puisque on cherche dans un espace qui est plus petit, puisqu'on on a déflaté toutes les variables x de l'influence de t, avec toujours la même contrainte sur la somme des carrés des coefficients. Donc on extrait comme ça une deuxième variable latente dans ce qui reste à explorer, c'est-à-dire on est dans l'ensemble des variables qui sont non covariantes avec la première variable latente. D'un point de vue mise en œuvre opérationnelle, ça fonctionne de la même manière. Simplement ici, j'ai changé le nombre de composantes en lui disant que je veux bien aller jusqu'à 2 composantes. Voilà, donc quand j'extrais les scores, vous verrez ici, LV2, là, c'est une matrice désormais qui a 2 colonnes. Dans la première colonne, le premier score latent, dans la deuxième colonne, le deuxième score latent. Et comme je vous disais, quand je regarde la matrice de corrélation entre ces scores latents, sur l'extra diagonale, on va trouver 0, puisque la deuxième variable latente, c'est une combinaison linéaire de variables qui sont non covariantes avec la première score latent, donc elle-même est non covariante. On cherche une deuxième variable latente qui n'est pas covariante, donc pas corrélée à la première. En termes d'explication des variances, comme on avait déjà une première composante qui exploitait, qui récupérait 84% de la variabilité, on ne s'attendait pas à beaucoup dans la deuxième composante, et c'est ce qu'on observe. On récupère seulement 2,75% de la variabilité dans la deuxième composante. Donc cette deuxième composante, elle est sans doute moins importante. On a des outils de type nuage des individus en ACP pour voir comment est-ce que les carcasses se représentent dans cet espace factoriel à 2 dimensions, puisqu'on a 2 variables latentes comme on aurait 2 composantes d'ACP. Alors, j'ai modifié un peu la fonction scoreplot, qui est une fonction du package PLS, qui fait le nuage des individus, de telle manière à ce qu'en ordonnée, on ait la même plage d'observation qu'en abscisse. Donc j'ai pris ici l'étendue, range, du premier score que j'ai mis en Y. Donc, voilà. Ça nous permet de nous rendre compte, quand on fait ce graphique, que en ordonnée, on a beaucoup moins de variabilité qu'en abscisse. Donc, comme je disais, on a 84,4% de variabilité qui est expliquée par la première variable latente, alors que en ordonnée, la deuxième variable latente ne prend que 2,8% de variabilité. Donc, en réalité, on est en train de dire que c'est la première composante qui va expliquer le plus de variabilité et qui va résumer le mieux tout le pouvoir prédictif qu'il y a dans les variables X. Alors, est-ce que ça améliore l'ajustement d'avoir ajouté cette deuxième composante? Donc, j'utilise la fonction R2, qui est une fonction du package PLS, qui va me dire que lorsque l'on prend 0 composante, le R2 est égal à 0. Lorsque l'on prend une composante, le R2 vaut 0,9409. Et quand on prend 2 composantes, on monte à 0,9523. Donc on va retrouver des messages que j'ai déjà donnés dans les podcasts précédents, à savoir que lorsque l'on augmente la complexité d'un modèle, et c'est ce que l'on fait ici en rajoutant une deuxième variable latente, on améliore l'ajustement. La question est de savoir si ce gain d'ajustement de l'ordre de 1,1% en termes de R2, il est justifié par une amélioration de la précision de la prédiction. Donc c'est ce qu'on fait en validation croisée ici. Cette fois-ci, j'ai utilisé exactement le même code que tout à l'heure, avec validation égale CV, tenfold, et puis 2 composantes ici.
Et ce qu'on voit, c'est que apparemment, on gagne un tout petit peu, puisqu'on passe de 1,30 à 1,25 lorsque l'on ou 1,26 lorsque l'on rajoute une deuxième composante. Alors tout ça, évidemment, c'est sujet aussi à variabilité, hein, comme d'habitude, sur la segmentation. Donc la question du choix du nombre de composantes se posera tout à l'heure, on l'abordera, mais on peut se demander si ce gain-là, il est vraiment structurel ou bien il est un peu lié à l'échantillonnage ici. Pour faire un peu le bilan de ce qu'on a vu, je résume la question enfin un peu l'algorithme PLS, si on veut dire, la méthode PLS, par un graphique ici en boîte et en flèche. Donc comme toutes les autres méthodes que l'on a vues, cette méthode d'apprentissage, elle a deux étapes. Elle a une première étape de réduction des données. Donc on a ici en bas toutes les variables explicatives, on les réduit à un petit nombre de variables latentes, et ensuite on fait la régression de y sur ces variables latentes. Donc les flèches ici, en réalité, elles devraient toutes pointer vers toutes les variables latentes, c'est-à-dire que chacune des variables latentes est bien une combinaison linéaire de toutes les variables explicatives. J'ai choisi de ne pas toutes les faire pointer pour exprimer le fait que certaines variables latentes vont exploiter l'information qui est portée par certaines variables explicatives majoritairement, alors que d'autres variables latentes vont exploiter l'information qui est portée par d'autres variables explicatives. Mais en fait, on n'a pas, c'est pas une méthode de sélection. On a bien chacune des variables latentes est bien une combinaison linéaire de toutes les variables explicatives. Pareil ici, y est bien régressé sur l'ensemble des variables latentes. Dans cette deuxième étape, on n'est plus en grande dimension, hein, parce que en général, on a un petit nombre de variables latentes, en tout cas plus petit que le nombre d'individus de l'échantillon. Donc la question qui reste en suspens, c'est comment est-ce que je fais pour choisir le nombre de variables latentes à retenir ici. Et la réponse, en fait, c'est la même que celle qu'on donne lorsque l'on fait de la régression pénalisée. C'est on va choisir comme critère directement le critère de type RMSEP. On va chercher le nombre de variables latentes qui me permet d'avoir la meilleure précision de la prédiction. Je reviens un petit peu dans RStudio pour traiter cette question. Donc cette fois, j'y vais franco. J'utilise exactement la même fonction avec les mêmes arguments, mais cette fois, je lui demande d'aller jusqu'à 100 composantes. C'est un tout petit peu plus long parce qu'il fait la validation croisée. Donc à chaque fois, hein, il a estimé le modèle de régression linéaire qui va relier Y à l'ensemble des X, mais avec 100 méthodes différentes correspondant à 100 nombres de composantes, et il évalue ces méthodes par validation croisée. Donc en termes de variance expliquée, on voit que sur la fin, on n'explique plus beaucoup de variance, et en réalité, si on remonte un tout petit peu, on voit que ça s'éteint assez vite, c'est-à-dire que la première composante, elle exploite énormément de variabilité, mais qu'après, on n'a plus beaucoup de variabilité récupérée, et que dès la composante numéro 10, on est déjà à 0,46, donc on est à moins de 1% de variabilité récupérée. Donc on a une fonction qui permet de choisir le nombre de composantes. Cette fonction s'appelle select and comp. Elle est fournie avec le package PLS. Et alors je vais vous montrer ce que ça fait. Donc ça crée un graphique de ce type-là, avec en abscisse le nombre de composantes et en ordonnée le RMSEP. Ce que vous voyez, hein, c'est vraiment le message, le premier message de l'apprentissage, hein, c'est que quand le modèle devient trop complexe, même si ça améliore un tout petit peu le RMSEP, enfin même si, pardon, ça améliore l'ajustement, c'est au détriment du RMSEP, donc quand on rajoute des composantes au-delà de 2, finalement on est plutôt en train de détruire la capacité de prédiction du modèle. Donc il faut faire un choix, deux choix possibles, soit on choisit la valeur qui est ici, qui correspond à 2 composantes, parce que c'est la valeur la plus faible, soit ce qui est fait par cette fonction-là, on va prendre en compte la variabilité
lié à la validation croisée et se dire que si la différence entre deux valeurs successives reste dans l'ordre du 1 sigma, là c'est la méthode 1 sigma, alors on va rester sur la valeur la plus faible du nombre de composantes. Donc ici, on vous suggère par le trait vertical bleu ici de choisir une seule composante. Après c'est juste une indication, chacun fait ce qu'il veut. Soit on choisit la valeur minimale, soit on choisit la valeur obtenue par cette fonction-là. Alors maintenant, comme vous le savez, on va se retrouver sur la même problématique que précédemment. Ce profil de RMSEP que je remontre ici me donne les RMSEP associés au modèle à 0, 1, 2, 3, etc. composantes. Ça n'intègre pas l'éventuelle variabilité supplémentaire que rajoute le choix du nombre de composantes. Donc pour intégrer ça, il faut que j'implémente moi-même à la main ma procédure de validation croisée. Donc je crée une segmentation du jeu de données que j'appelle segs ici. Je vous montre un peu ce qu'il y a dans les segments ici. Donc chaque composante de cet objet, qui est une liste, me donne une liste d'individus qui composent le segment. Je choisis au hasard. Dans le segment 1, on a l'individu 108, l'individu 110, l'individu 54, etc. Donc j'ai fait une segmentation. Je crée un vecteur qui aura 117 composantes. Une composante par individu et puis que des zéros à l'intérieur. Donc j'initialise un vecteur qui va accueillir donc les valeurs prédites par validation croisée. Je cycle sur les segments avec une boucle qui va de 1 à 10 et ce que je fais là, c'est que j'intègre dans ma boucle les deux étapes d'ajustement du modèle de régression PLS, à savoir une première étape du choix du nombre de composantes. Bon, je me suis limité à 30 parce que je me doute que ça n'ira jamais au-delà de 30, j'aurais même pu me limiter à 10 je pense. Et pour que ça aille plus vite, alors si vous regardez le code très exactement, voilà, ça va jusqu'à, c'est du tenfold. Ensuite, le choix du nombre de composantes est fait avec select and comp. Et puis ensuite, je prédis pour les individus de l'échantillon de test, donc ceux qui sont dans le segment en question, le kème segment, je prédis à partir du modèle de PLS ici, pour les nouvelles données qui sont dans le segment K, et puis je choisis de prendre une seule composante. Alors le nombre de composantes, il est sélectionné ici. En général, il va être 1 comme on l'a vu précédemment, mais il peut être égal à 2 aussi de temps en temps. Donc il y aura une petite variabilité, on verra ce que ça va donner en termes de presse ou de MSEP. Donc c'est cette valeur-là qui est retenue ici. Voilà, j'affiche K pour savoir un peu où j'en suis, mais ça va aller assez vite. Et à la fin, je calcule un presse. Voilà, 202. Donc je vais calculer un presse pour qu'on compare avec ce qu'on avait obtenu sur le même exemple avec des méthodes de régression pénalisées. Il me semble que le presse était plus faible, ce qui voudrait dire qu'ici, dans le cas présent, la PLS est moins performante que les méthodes de régression régularisée. C'est pas toujours le cas, évidemment, il faut comparer. Maintenant, si on veut comparer par rapport à un RMSEP, ce qu'il faudrait calculer, c'est la racine carrée de presse.pls divisé par 117. Et là, on est sur du 1,30, 1,31. Donc à comparer avec ce qu'on obtenait avec une seule composante PLS, on voit que c'est à peu près la même chose. Donc en fait, dans ces données-là, il n'y a sans doute pas de variabilité. Il n'y a sans doute pas de variabilité due à la sélection du modèle. On peut s'en rendre compte en affichant à chaque fois le nombre de composantes sélectionnées, et on s'apercevra que à chaque fois il a sélectionné une composante. Il n'est jamais allé jusqu'à 2 composantes. Donc comme il n'y a pas de variabilité liée au choix du nombre de composantes, cette méthode que je viens d'implémenter, elle est équivalente à juste calculer le RMSEP du modèle avec une composante qui est donnée ici en ordonnée, 1,30.
Bon, c'est pas toujours le cas, donc la procédure que je vous montre ici reste celle qu'il faut implémenter, mais, mais dans le cas présent, c'est net, en fait, il n'y a qu'une seule composante à sélectionner. Alors, on appelle ce nombre de composantes, on appelle la dimensionnalité du modèle de régression. C'est le nombre optimal de variables latentes, hein, pour prédire Y. La plus grande valeur possible de K, c'est la valeur minimale entre le nombre de données et le nombre de variables, en gros, hein. Donc si vous allez jusqu'au bout, si vous prenez autant de composantes que possible, eh bien votre méthode revient à faire de la méthode des moindres carrés. Donc quand vous en prenez moins, comme vous ne faites pas de la méthode des moindres carrés complètement, vous faites de la méthode des moindres carrés partielle, hein, d'où le nom de la méthode. Le fait de prendre moins de variables latentes vous conduit à en partie faire des moindres carrés, donc faire des moindres carrés partiels. Et donc comme je l'ai dit, on choisit K par validation croisée, et je vous ai montré, j'ai un peu anticipé en allant jusqu'au bout de mon script, là je vous ai montré comment est-ce qu'on faisait pour choisir le nombre de composantes PLS par la fonction selectNcomp. Je réinsiste parce que je l'ai dit qu'une seule fois, mais c'est une fonction qui permet qui fait un choix de méthode pour trouver le nombre de composantes. On peut aussi considérer que ce nombre de composantes, c'est celui pour lequel le RMSEP atteint une valeur minimale, hein, et donc du coup là on aurait pris 2 composantes au lieu d'une. Ça c'est un choix personnel que l'on peut argumenter. Donc voilà pour la méthode de PLS. Pour résumer, c'est une méthode de régression sur variables latentes, on extrait des variables latentes. L'idée c'est que ça va marcher assez bien lorsque le nombre de variables latentes est très limité par rapport au nombre de variables, hein. On peut l'appliquer sur des problématiques où on a des milliers de variables explicatives, et si on arrive à résumer l'information prédictrice en quelques unités ou quelques dizaines de variables latentes, et on a gagné, puisqu'on a réduit la dimension considérablement. Très longtemps, PLS a été comparé à une méthode naturelle aussi intuitive qui consiste à faire de la régression non pas sur les composantes PLS mais sur les composantes d'ACP. On appelle ça la Principal Component Regression, la régression sur composantes principales. Alors pour information, si vous voulez implémenter la régression sur composantes principales, vous prenez exactement les mêmes codes que j'ai donnés dans le script et vous remplacez PLSR par PCR, et ça marche de la même manière. Pourquoi est-ce que je ne la montre pas? Parce que l'extraction des variables latentes dans la méthode PCR, c'est juste l'ACP en fait. On extrait les variables latentes par ACP. Il n'y a aucune raison pour que ça marche mieux que la PLS, puisque l'extraction des variables latentes par ACP n'est pas guidée par un objectif d'améliorer la prédiction. Les variables latentes de l'ACP sont des variables latentes qui ont le plus de variabilité possible. Le critère qui est maximisé quand on prend une combinaison linéaire des variables initiales, c'est pas le carré de la covariance avec Y, c'est juste la variance de la variable latente. On veut des dimensions les plus variables possibles. On parle d'inertie en ACP. On veut le plus d'inertie possible sur chaque axe. Il n'y a aucune raison pour que maximiser l'inertie corresponde à un optimum en termes de prédiction. Alors que en PLS, l'extraction des variables latentes est supervisée, au sens où on cherche à extraire les variables latentes qui sont les plus covariantes possibles avec Y. Donc ces deux méthodes-là, de mon point de vue, c'est pas utile de les comparer, puisque la PLS et la PCR ont le même type de fonctionnement, et la PLS, normalement, doit faire mieux. Alors je dis normalement parce que sur certains exemples, on peut voir que le fait de choisir 12 composantes PCR va faire un peu mieux que le fait de choisir 2 composantes PLS. Bref, on a des arguments un peu comme ça qui rentrent en ligne de compte, mais que je trouve moi un peu un peu mal argumenté, sachant que l'idée c'est que la PLS va de toute façon concentrer l'information prédictrice dans un nombre minimum de variables latentes. Donc ça reste quand même la méthode de référence en termes de régression sur variables latentes. On va passer à des méthodes aussi de type variable latente, mais cette fois pour prédire des variables catégorielles, qualitatives. Donc je repose un peu le contexte. On a une variable Y qui a une variable à K classe, qui est une variable à K classe, avec des noms un peu génériques que j'ai donnés aux classes, Y1, Y2 jusqu'à Y grand K.
Et puis, pour fixer les idées, ces classes ont des probabilités a priori que je note pk. Donc pk, c'est la probabilité dans la population que y prenne la valeur petit yk. Alors, je dis ça parce que ça va alimenter un peu le cours, et je vais pas trop y revenir, mais en pratique, cette question de l'estimation des probabilités a priori, elle peut être cruciale. Vous serez peut-être confronté en stage à la situation où vous avez par exemple un jeu de données équilibré du point de vue des classes, alors que dans la population, il y a une classe qui est très fortement dominante. Donc quand il y a un décalage entre le pourcentage des classes dans l'échantillon et le pourcentage des classes dans la population, ça crée un biais énorme dans la prédiction. Ce biais énorme, j'en parle pas là, on pourrait éventuellement l'évoquer en TD, parce que c'est vraiment un problème à part, mais je vais faire comme si la répartition des classes dans l'échantillon ressemble à celle que j'aurais dans la population. Donc là j'ai parlé de y, x maintenant c'est un, comme dans le cas précédent, hein, c'est un vecteur de variable explicative, donc il y en a p, et je vais faire l'hypothèse que ce vecteur est distribué selon une loi normale multivariée, donc avec un paramètre de moyenne, muka, donc muka c'est un vecteur qui a p composantes, hein. Chaque composante est la valeur moyenne pour une variable explicative. Ce vecteur muka dépend du groupe, donc on va supposer que les variables explicatives là peuvent avoir des moyennes différentes selon le groupe, la classe de l'individu. En revanche, on va faire l'hypothèse que la structure de dépendance entre les variables x, c'est-à-dire la matrice de variance-covariance ici, est la même quel que soit le groupe. Donc une manière de réexprimer un peu ce modèle-là, c'est de dire que la loi de x, c'est une loi de mélange. Donc ça c'est une loi conditionnelle, hein, loi de x sachant y égale yk au-dessus là. Donc en dessous c'est une loi non conditionnelle, c'est-à-dire que j'ai dit que x c'est une loi de mélange au sens où avec une probabilité pi1, qui est la probabilité que l'individu appartienne à la première classe, ça va suivre une loi normale d'espérance mu1 et de variance sigma. Avec une probabilité pi2, une loi normale d'espérance mu2 et de matrice de variance sigma, etc., etc. Donc on exprime ça comme ça en disant que c'est un mélange de lois normales, pi1 fois une loi normale d'espérance mu1, plus pi2 fois une loi normale d'espérance mu2, etc. Ça c'est le modèle avec lequel on va travailler. Si j'avais qu'un seul x là, ce serait un modèle de type analyse de variance à un facteur, hein. On a une seule variable explicative x, dont on suppose que la moyenne peut dépendre de la classe, analyse de variance à un facteur, et avec la même variabilité intragroupe ici, mesurée quand on n'a qu'une seule variable explicative par un paramètre de variance. Donc on ferait de l'analyse de variance univariée. Au passage, on appelle parfois ce modèle le modèle d'analyse de variance multivariée. Alors, à partir de... Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière. À partir de ce modèle, en fait, il me donne la loi de x quand je connais y. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'inverser la situation, parce que ce que je veux prédire, c'est y à partir de x. Donc pour ça, je vais utiliser une formule qui s'appelle la formule de Bayes, qui me donne la probabilité d'appartenance de y à la classe K, sachant x. Je ne vais pas faire le détail du calcul ici, mais vous allez retrouver la formule de Bayes. Ça, c'est la probabilité pour que y soit égal à yk, probabilité a priori. Ici, c'est la loi de x sachant y est égal à yk, donc c'est l'inverse du point de vue du conditionnement de cette expression-là. Et là, c'est juste la loi de x au total. Donc c'est comme si on avait probabilité pour que y soit égal à yk, probabilité de x sachant y est égal à yk, et probabilité de x au dénominateur. C'est bien la formule de Bayes, mais que j'ai réexprimée dans la situation qui est la nôtre ici. Donc voilà, donc je suis capable, à partir du modèle que je viens de poser, d'exprimer ce que je vais appeler les probabilités a posteriori, c'est-à-dire connaissant x, je suis capable de calculer la probabilité d'appartenance à la classe K pour un individu donné. Donc une fois que je suis capable de faire ça, eh bien j'utilise une règle de prédiction qui s'appelle la règle de Bayes ou la règle du maximum a posteriori. C'est-à-dire que je vais regarder
pour un individu, c'est probabilité d'appartenance à chacune des classes, et je vais considérer que la valeur prédite de sa classe, c'est la valeur que j'appelle ici YK étoile, telle que la probabilité a posteriori d'appartenance à la classe YK étoile soit la plus grande possible parmi toutes les probabilités. Donc je vous montre comment on fait ça dans R. Alors dans R, évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer tous ces paramètres-là par leurs estimations. C'est-à-dire que ici j'ai des paramètres, les mu et les sigma, mais que je sais estimer. Donc je vais y revenir tout de suite. Donc je vais me placer dans la situation suivante. J'introduis un nouveau jeu de données qui s'appelle Oysters. Oysters, ça veut dire huître en anglais. Voilà. Je vous montre ce jeu de données à partir de ce résumé un peu des variables. Donc 70 observations. Les 10 premières variables sont ce qu'on appelle les indices chromosomiques. L'huître a 10 chromosomes, et pour chacun des chromosomes, l'indice chromosomique, c'est un rapport entre la taille des bras les plus petits du chromosome et la taille totale du chromosome. Donc c'est compris entre 0 et 100%. C'est un indice de conformation du chromosome un peu. Donc on a, pour chaque huître, on a 10 indices chromosomiques, et ces huîtres, elles sont réparties en 7 espèces. Je vais vous montrer un peu les répartitions par espèce. Alors, l'espèce s'appelle SP comme species. C'est équilibré, hein, il y a 10 individus par espèce. AR, AR, CO, GA, GI, SI et VI sont des raccourcis pour les noms de ces espèces. Donc le but ici, c'est d'être capable de prédire l'espèce de l'huître à partir de ces 10 indices chromosomiques. C'est une problématique qui n'est pas en grande dimension, puisqu'on a 70 individus pour prédire à partir de 10 variables explicatives, donc on n'est pas en grande dimension. Je vais utiliser les notations un peu classiques. La taille d'échantillon, c'est n, donc c'est 70 ici, on l'observe ici. Le nombre de variables p explicatives, le nombre de variables explicatives p, c'est le nombre de colonnes du jeu de données moins 1, puisque dans ce jeu de données, il y a aussi l'espèce. Donc c'est bien 10 ici, on l'observe. Et puis grand K, le nombre de classes, c'est la longueur de ce que je viens de vous montrer là, c'est-à-dire le comptage des effectifs par espèce. Donc ça fait bien, grand K, il est où? Il est ici, ça fait 7. Les probabilités, a priori, je vais les estimer, ça vaut ce que ça vaut, par les proportions dans l'échantillon. Donc je prends le comptage que je viens de faire là, et je divise par n. Hein, donc voilà, donc on a un septième, un septième, un septième, un septième, un septième, 0,143 c'est un septième. Maintenant il me faut une estimation des mu. Alors pour estimer les mu, alors oui, pour commencer, simplement je vais le faire avec une seule variable explicative. Je considérais que je vais prendre C2 de manière pas tout à fait arbitraire. Il se trouve que c'est pas une mauvaise variable explicative. Donc je vais prendre C2, l'indice chromosomique sur le deuxième chromosome, et je vais calculer les mu, les paramètres mu. Donc la fonction tapply, elle applique à ce vecteur-là, le vecteur d'indice chromosomique, la fonction moyenne, FUN c'est pour function, la fonction moyenne, mais par classe, donc par espèce. Résultat, dans mu c'est un vecteur de taille 7, 45,2 qu'on voit ici, c'est la moyenne de l'indice chromosomique pour le chromosome 2 pour la première espèce, 43 c'est pour la deuxième espèce, 43,6 c'est pour la troisième espèce, etc. Donc mu c'est un vecteur de taille 7. Alors la matrice sigma n'est plus une matrice sigma puisqu'on n'a qu'une seule variable explicative, c'est juste l'écart type, en l'occurrence, oui, l'écart type intragroupe, intraclasse. Donc je l'obtiens en ajustant le modèle d'indice de variance à un facteur, l'indice chromosomique sur l'espèce. Je fais le summary et j'en retiens sigma.
Voilà. Puis maintenant, je vais représenter un peu... le calcul que j'ai fait dans la diapositive. Alors, je vais calculer Je vais revenir un peu sur la diapositive. Donc, ce que je suis en train de faire dans R, ça, c'est le calcul de ces probabilités. Dans le cas où j'ai qu'un seul x, donc le x, il est univarié, donc c'est pour ça que ici, j'ai qu'un seul paramètre, et ici aussi, un seul paramètre. Je vais le faire pour une séquence de valeurs de x qui couvre la plage de variation des indices chromosomiques, donc que j'ai défini ici comme étant la plage qui va de 20 à 60. En gros, les indices chromosomiques, c'est compris entre 20 et 60. Donc je commence par définir un vecteur avec 1000 valeurs, length égale 1000 ici, qui va de 20 à 60, de telle manière à voir un peu comment cette probabilité d'appartenir à une classe évolue en fonction de ce vecteur. Alors, je vais commencer par calculer le numérateur qui est ici, f de x mu k sigma. Pour ça, il faut que j'applique la fonction f, qui est la fonction de densité d'une loi normale, à tous les x, et pour tous les mu k aussi. J'ai 7 valeurs de mu k, et puis j'ai 1000 valeurs de x. Pour faire ça, j'utilise la fonction outer, qui va appliquer la fonction d'énorme, densité de loi normale, qui va l'appliquer à tous les éléments qui sont là-dedans, et tous les éléments qui sont là-dedans, pour créer une matrice qui aura 1000 lignes, autant que d'éléments dans le premier argument, et 7 colonnes, autant que d'éléments dans le deuxième argument. Ce qui est commun à tous ces calculs-là, c'est l'écart type intragroupe qui vaut sigma. Donc voilà, on a bien dans F une matrice qui a 1000 lignes et puis 7 colonnes. Pour avoir le dénominateur maintenant, je reviens sur la diapositive, il faut que je multiplie chacun de ces éléments que j'ai calculés au numérateur par les probabilités a priori. Donc sur chaque ligne de la matrice F que je viens de construire, on va trouver ces 7 quantités-là qu'il faut que je multiplie par les probabilités a priori. Ça revient à multiplier la matrice F par le vecteur des probabilités a priori. Et je prends la première colonne et la seule colonne de cette matrice. De cette manière, j'ai calculé le dénominateur. Donc, le dénominateur, il y en a 1000. Hein. Il y a un dénominateur par valeur de x, c'est-à-dire l'indice chromosomique. Maintenant, il faut que je fasse le rapport entre le numérateur et le dénominateur. Donc là, attention, c'est une matrice qui a 1000 lignes et 7 colonnes, alors que là, on a 1000 valeurs. Donc pour diviser une matrice par une matrice, de manière à ce qu'il y ait une correspondance dans la division, dans la dimension des objets que je divise, il faut que je remplace ça par une matrice. Donc cette matrice, elle va avoir aussi 1000 lignes, correspondant aux valeurs qu'on a ici. Mais simplement, ces valeurs-là, je vais les dupliquer 7 fois en colonne, de telle manière à avoir la dimension d'une matrice 1000 lignes 7 colonnes par une matrice 1000 lignes 7 colonnes. Je vous montre dans le détail ce que je fais ici. Donc les probabilités a posteriori, donc voilà, j'ai ici le 1 sur le dénominateur. Je le multiplie par le vecteur ici des pk pour avoir ce pk sur le dénominateur. Donc ce qui va me donner une matrice. Je vais la lancer sans lancer tout le calcul. Voilà. Une matrice, je reviens un petit peu plus haut pour vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Donc on a bien en colonne les 7 espèces. En ligne, on a les 1000 individus. Et chaque fois, ce que j'ai calculé, c'est 1 sur le dénominateur. Donc ce dénominateur, il change d'une ligne à l'autre, multiplié par les probabilités a priori, qui sont les mêmes, le même vecteur d'une ligne à l'autre aussi. Voilà, donc j'obtiens, dans posteriors, là, j'obtiens exactement la formule qui est ici. Je l'ai fait à la main. Et puis, je vais calculer maintenant dans R
la prédiction, c'est-à-dire... alors avant de calculer la prédiction, je vous montre un peu comment est-ce que ces probabilités a posteriori se répartissent en fonction de l'indice chromosomique C2. Donc en abscisse, j'ai mis l'indice chromosomique C2, puis en ordonnée, j'ai mis toutes les probabilités a posteriori, c'est-à-dire les probabilités a posteriori d'appartenance à chacune des 7 classes. J'ai rajouté une commande légende là, pour qu'on y voit plus clair dans les couleurs. Donc la commande légende, je l'ai positionnée à l'abscisse 40 et à l'ordonnée 1. J'ai mis des couleurs que j'ai trouvées dans un package qui s'appelle Viridis, qui donne une gamme de couleurs intéressantes. Quand on a beaucoup de modalités, ça peut être sympathique. Donc voilà. Donc on a 7 courbes dans cette matrice, puisque posteriors, là, il y a 7 colonnes. Hein. Chaque colonne vaut pour une espèce. Et donc en fonction de l'indice chromosomique, on voit les probabilités a posteriori d'appartenir à chacune des espèces. On voit que quand l'indice chromosomique est faible, on a toutes les chances d'appartenir à l'espèce VI, jaune, et on a à l'inverse, on a toutes les chances d'appartenir à l'espèce qui est en vert ici, ça doit être GA, si je ne me trompe pas, GA d'après les couleurs. Par contre, on n'a aucune chance d'appartenir à VI. Et puis quand l'indice chromosomique augmente, et ben, ces probabilités changent jusqu'à ici au milieu avoir une probabilité la plus grande d'appartenir à sans doute AR d'après la couleur. Et puis ça évolue encore. Et puis quand l'indice chromosomique est vraiment très très grand, on a toutes les chances d'appartenir à l'espèce GI. Donc on voit bien que selon la valeur de l'indice chromosomique, les probabilités a posteriori ne sont pas les mêmes d'appartenir à chacune des espèces. Et la règle est simple de prédiction, c'est lorsque l'on a une valeur d'indice chromosomique, on calcule sa probabilité a posteriori d'appartenir aux 7 classes et on choisit d'affecter l'individu à la classe de probabilité la plus forte. Maintenant, je vais faire exactement le même calcul. Donc, je ne vais pas réexpliquer les calculs, mais je vais faire exactement le même calcul. Mais cette fois, non pas appliqué à une séquence de valeurs ici que j'ai choisi pour l'indice chromosomique C2, pour vous montrer un peu comment ça varie, mais je vais le faire avec les indices chromosomiques qui sont observés dans le jeu de données. Donc, au lieu d'avoir ici un VEC C2, c'est la seule chose qui change par rapport à ce que j'ai fait précédemment, j'ai les valeurs observées. Du coup, la nouvelle structure de F, c'est non pas une structure de matrice avec 1000 lignes, mais seulement 70 lignes, puisqu'il y a 70 valeurs observées de C2 seulement. Comme précédemment, je calcule le dénominateur en multipliant par les probabilités a priori. Je calcule les probas a posteriori en divisant F, donc ce que j'ai calculé ici, c'est-à-dire les probabilités, ce qui est obtenu en calculant f de x mu k sigma par 1 sur le dénominateur et en multipliant par les πk ici. Voilà, et maintenant j'applique ma règle de Bayes, donc je choisis pour chaque ligne, donc j'applique en ligne ici à la matrice des probabilités a posteriori la fonction which.max qui me détermine pour chaque ligne la colonne dans laquelle je vais trouver la probabilité la plus forte. Je vous montre ici ce que donne which.map. Map, c'est comme maximum a posteriori. Donc ça me dit que les 3 premiers individus, ils ont une probabilité la plus forte d'être dans l'espèce 5, puis 1, puis 5, etc. Alors pour exprimer ça en termes d'espèces avec leur petit nom plutôt que de numéros, je prends les modalités de l'espèce, c'est-à-dire AN, AR, CO, GA, et puis je leur applique which.map pour avoir les prédictions en termes de nom d'espèce. Là j'ai les prédictions, je vais regarder ce que ça donne là encore pour aller doucement vers la matrice de confusion. Donc 5 ça correspondait à GI, les 3 premiers c'est des GI, 1 ça correspondait à AN, etc. etc. Et puis maintenant, comme je l'ai fait précédemment dans d'autres podcasts, pour mesurer la qualité de ma règle de prédiction, eh bien je construis la matrice de confusion avec en ligne les espèces observées, en colonne les espèces prédites, et je constate que ça se passe plus ou moins bien, ou plus ou moins mal, selon qu'on est optimiste ou pessimiste. Par exemple, pour GA, ça se passe très bien, tous les individus
GA ont été bien affectés dans leur classe. En revanche, il y a des classes comme VI, SI, pour lesquelles j'ai 100% d'erreur, puisque aucune des huîtres de l'espèce VI n'a été considérée comme étant de l'espèce VI. Pareil pour SI, et puis pareil pour CO aussi. Et puis pour certaines d'entre elles, à N, il y a seulement une bonne affectation. Donc ce que j'ai fait là, c'est vous montrer un peu la mécanique de la règle consistant à prédire à partir d'une évaluation simple de la probabilité a posteriori, mais seulement en prenant un seul indice chromosomique, à savoir C2. Donc maintenant, évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exploiter toute l'information portée par les 10 indices chromosomiques pour voir si on peut faire mieux. Alors on va faire ça en développant un peu ce qu'on a fait avec une seule variable explicative. Donc je reprends cette formule-là, qui me donne la probabilité d'appartenance à une classe en fonction de x, que je suis capable de calculer. Je viens de vous le montrer dans R, hein, juste avec la fonction d'énorme qui calcule la densité, je peux calculer ça. Ben, si j'écrivais la formule de la fonction d'énorme lorsque j'ai qu'une seule variable explicative, c'est assez simple. On pourrait aller plus loin dans le détail du calcul et on pourrait montrer que, en prenant exactement les mêmes formules, hein, on pourrait montrer que le log ratio des probabilités d'appartenance à une classe par rapport à une autre. Pour l'instant, je me focalise juste sur la différence entre deux classes. Hein, je suis dans un problème de prédiction à deux classes. On peut écrire ça comme log du ratio des probabilités a priori, pi2 sur pi1, plus quelque chose qui s'écrit comme ça. Alors, ce truc-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une combinaison linéaire de x, en fait. Tout ce truc-là, c'est un score linéaire en x. On prend x, on lui enlève un terme moyen, qui est en fait la moyenne des moyennes, mu1 plus mu2 sur 2, et on multiplie par un coefficient de pente. Et ce coefficient de pente, logiquement, c'est l'écart entre les moyennes divisé par la variance intragroupe. Donc plus l'écart entre les moyennes est petit par rapport à la variance intragroupe, voire quand il est égal à 0, on n'a pas besoin de x. Plus l'écart entre les moyennes est petit par rapport à la variance intragroupe, moins x est intéressant pour faire la différence entre y2 et y1. Et en revanche, plus ce terme-là est grand, plus x va être intéressant pour faire la différence entre y2 et y1. Plus les deux populations y2 et y1 sont éloignées, au sens où mu2 est très grand par rapport à mu1 au regard de sigma 2, plus ça va être intéressant d'utiliser x pour prédire la classe. Donc ce score linéaire, on appelle ça le score linéaire de Bayes, on appelle ça en anglais le linear classifier, le Bayes linear classifier. Et donc si je réécris en fait cette règle de Bayes dans le cas où j'ai seulement deux classes, à dire que je choisis la classe de probabilité la plus grande, c'est dire que je vais choisir y2 si le numérateur ici est plus grand que le dénominateur, si la probabilité a posteriori d'être dans la classe 2 est plus grande que dans la classe 1, autrement dit que le log ratio est positif. Donc si ce score est positif, je vais prédire par la classe 2, si ce score est négatif, par la classe 1. Donc on va avoir une règle de prédiction basée sur un score linéaire. S'il est très grand dans les positifs, je vais considérer que l'individu est de la classe 2. S'il est très petit, ou plutôt s'il est très négatif, je vais considérer que c'est au contraire la classe 1 qui l'emporte. Eh bien, ce qu'on va appeler le score linéaire de Fisher, c'est exactement une version statistique de ce critère-là, c'est-à-dire que je calcule exactement ce score linéaire, mais en remplaçant mu2 et mu1 par leur moyenne calculée sur l'échantillon, et sigma 2 par l'estimation classique que j'appelle S carré de la variance intragroupe, calculée à partir de l'échantillon aussi. Donc ça, c'est quand j'ai seulement deux classes. Et quand j'ai seulement une variable explicative, qu'est-ce qui se passe quand j'ai toujours deux classes, mais un plus grand nombre de variables explicatives? Ben, le score linéaire de Fisher, dans ce cas-là, il prend presque la même formule. La seule chose qui a changé, c'est que x bar 2 et x bar 1 sont désormais des vecteurs, et que au lieu d'avoir un terme de variance intragroupe, j'ai une matrice de covariance intragroupe. Donc au lieu d'avoir un 1 sur S carré, là j'ai l'inverse de la matrice de variance covariance intragroupe. On la note souvent WX parce que
W, c'est pour within class, donc c'est la matrice de variance covariance intragroupe, au lieu d'avoir la variance intragroupe. Alors, x bar 2 moins x bar 1 prime fois wx-1, c'est un produit vectoriel d'un vecteur qui a une ligne et p colonne ici, d'une matrice ici qui a p ligne et p colonne. Donc tout ça, ça forme un vecteur de une ligne et p colonne qui sont des coefficients associés à chacun des éléments de ce vecteur-là qui a aussi p composantes, donc une composante x1 ici, x2, etc. Donc ce vecteur-là, on l'appelle, c'est le vecteur des coefficients du score de Fisher, et son expression, c'est donc l'inverse de la matrice de variance covariance intraclasse dx multiplié par le vecteur x bar 2 moins x bar 1. Alors on pourrait montrer, c'est pas l'objet ici, mais que ce score-là, il a une propriété intéressante, c'est que c'est la combinaison linéaire des x qui a la plus grande valeur du test de Fisher d'analyse de variance lorsque je fais l'analyse de variance d'une combinaison linéaire des variables sur la variable de classe y. Donc si je prends une combinaison linéaire, quelle qu'elle soit, des variables explicatives, que je regarde l'effet classe sur cette variable explicative par une statistique de Fisher, et ben, la combinaison linéaire qui me garantira la plus grande valeur de la statistique de Fisher, donc le plus de différence possible entre les classes, c'est cette combinaison linéaire-là. Donc, grâce à cette propriété, on peut étendre de manière complètement générale maintenant la définition du score de Fisher pour l'analyse discriminante en disant que, de manière générale, c'est-à-dire lorsque j'ai autant de classes que je veux, grand K est supérieur à 2, et autant de variables explicatives que je veux, ce que je vais appeler le score linéaire de Fisher, c'est la combinaison linéaire des variables explicatives qui a la plus grande statistique de Fisher d'analyse de variance lorsque je construis le modèle d'analyse de variance de cette combinaison linéaire sur, lorsque je regarde l'effet classe sur cette combinaison linéaire. Donc je vais illustrer tout ça dans R en repartant un peu du début. Alors, d'abord, pour construire ce score linéaire de Fisher, ici la variable latente en fait dont j'ai parlé en PLS, ici ça va être une combinaison linéaire qui va le plus discriminer entre les classes, donc avoir la statistique de Fisher la plus grande, c'est bien ça qu'on veut faire, on veut discriminer entre les classes. On utilise pour ça la fonction LDA qu'on trouve dans le package mass MA2S. Même programmation que d'habitude, l'espèce est expliquée par toutes les variables, en l'occurrence les 10 indices chromosomiques avec le jeu de données qui s'appelle Oysters. Voilà, j'extrais les coefficients bêta dont j'ai parlé dans la diapositive par la fonction coef. Voilà. Donc bêta ici a 10 composantes, hein, une par combinaison linéaire, une par variable explicative, pardon, puisqu'on construit une combinaison linéaire. Donc le score discriminant de Fisher, c'est moins 0,02 fois l'indice chromosomique numéro 1, plus 0,288 fois l'indice chromosomique numéro 2, etc., etc. Et puis, pour avoir le score de Fisher calculé sur l'ensemble des individus, j'utilise la fonction predict. Et la fonction predict a un résultat qui s'appelle $x qui me donne le score discriminant de Fisher. Donc, grand L. Ici, il a 70 valeurs, une valeur par 8. Et évidemment, alors je vais vous montrer ici un peu ce que ça donne. Plot de L expliqué par Oysters de la SP. Donc je fais un graphique qui me permet de voir à quel point ce score est discriminant entre espèces. L'idée, c'est que cette combinaison linéaire particulière des variables explicatives, elle a pour propriété d'être la plus discriminante possible entre les groupes, au sens où le test de Fisher de l'effet espèce sur cette combinaison linéaire est la plus grande possible le plus grand possible, le test de Fisher, parmi toutes les combinaisons linéaires possibles des variables explicatives. On voit ici que
Ça se traduit essentiellement par le fait qu'il y a une énorme différence entre GA et les autres espèces. Donc c'est ce qu'on a observé aussi tout à l'heure. L'espèce GA est assez difficile. Décidément, je dis à l'envers. L'espèce GA est assez facile à identifier. On a vu tout à l'heure que rien qu'en prenant l'indice chromosomique C2, on arrivait à classer parfaitement l'espèce GA dans sa bonne classe. Voilà, je vais enlever ça. Juste pour revenir sur cette séparation entre les classes, cette discrimination, je calcule le test de Fisher, 142,22. Ça, c'est la valeur qui me mesure un peu la capacité de discrimination entre les espèces de cette combinaison linéaire. Au passage, elle est donnée aussi dans les résultats de LDA, dans quelque chose qui s'appelle $SVD. Alors SVD, juste un mot pour vous dire que c'est l'acronyme de Singular Value Decomposition, donc décomposition en valeur singulière, parce qu'en fait, pour obtenir ces valeurs de bêta, de coefficient du score, dans le cas général, on fait une décomposition à valeur singulière d'une matrice particulière. Je ne reviens pas là-dessus, là aussi c'est de l'algèbre. Comme en PLS, je vous épargne les aspects algébriques, mais en fait on fait une décomposition à valeur singulière d'une matrice qui est en fait le produit de la matrice de variance inter-espèce par l'inverse de la matrice de variance intra-espèce, peu importe. Donc on obtient ce résultat-là aussi en lui demandant la première valeur de ce score et en l'élevant au carré dans SVD. C'est exactement ça qui est donné ici, 142,2244, c'est la valeur statistique de Fisher. Maintenant, je vais vous montrer à quel point on a amélioré, comme je l'ai fait en PLS d'ailleurs tout à l'heure, par rapport à prendre chacun des indices chromosomiques séparément. Ce que je fais ici, c'est que je crée un vecteur vide qui va accueillir des statistiques de Fisher. Et ce que je mets dans ce vecteur, c'est autant de statistiques de Fisher qu'il y a de variables explicatives. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster le modèle dans lequel l'indice chromosomique est la variable à expliquer. SP, c'est la variable explicative. Et donc, je calcule la statistique de Fisher en prenant chacun des indices chromosomiques séparément. Donc, je regarde l'effet espèce sur chacun des indices chromosomiques et je récupère la statistique de Fisher. Où est-ce que je trouve la statistique de Fisher? En extrayant la table d'analyse de variance par la fonction ANOVA et en regardant ce qui se passe à la première ligne, quatrième colonne. Je peux juste vous montrer en fixant la valeur de k égale 1 par exemple. Donc ce que je fais là, c'est que j'ajuste le modèle de l'effet espèce sur le premier indice chromosomique pour k égale 1. J'extrais la table d'analyse de variance. Et donc la statistique de Fisher qu'on trouve ici, 1,11, on la trouve à la première ligne, quatrième colonne. Donc je fais ça pour tous les indices chromosomiques. Et donc voilà ce qu'on obtient. Ce qu'on observe, c'est que le premier indice chromosomique, il est vraiment pas très discriminant du point de vue des espèces. D'ailleurs, c'est pas significatif ici. D'autres sont plus discriminants, donc le plus discriminant c'est le deuxième, c'est pour ça que je l'avais d'ailleurs choisi tout à l'heure, là. Deuxième indice chromosomique avec la statistique de Fisher la plus grande. Le quatrième a l'air d'être aussi assez discriminant, et puis sans doute le 5, 6, 7, le huitième ici. Après, c'est des valeurs un peu moins grandes, même si ça doit être significatif aussi pour le 9e et le 10e ici. Peu importe. Je ne vais pas m'attarder sur l'interprétation de chacune de ces statistiques de Fisher. L'important, c'est de voir que en les prenant séparément, au maximum, on a un pouvoir discriminant mesuré par une statistique de Fisher de 56,52. En prenant la meilleure combinaison linéaire qui est donnée par le score linéaire de Fisher, on arrive à une statistique de Fisher qui est incomparablement plus grande puisqu'elle vaut 142,2244. Donc on a considérablement amélioré le pouvoir prédictif en prenant une combinaison linéaire des indices chromosomiques. Alors, je vais réajuster un peu mon écran parce qu'on ne voit pas tout. Un mot sur la prédiction. Donc la prédiction, ça va être toujours pareil, hein, c'est du maximum a posteriori. Mais on peut montrer aussi, alors je le montre ici dans un cas où on a seulement deux classes,
que la prédiction par le maximum a posteriori, la règle de Bayes, consiste à dire que je vais prédire la classe 2 si la probabilité estimée d'être dans la classe 2 est plus grande que d'être dans la classe 1. Ben, si on développe un peu les calculs, on peut montrer que c'est équivalent à dire que, on va donner une interprétation géométrique en fait, on choisit la classe 2 si le score calculé pour un individu, pour cet individu pour lequel on prédit, est plus proche du score moyen dans la classe 2 qu'il ne l'est du score moyen dans la classe 1. Donc L bar 2 et L bar 1, c'est la moyenne du score dans la classe 2 et dans la classe 1. Et le delta carré ici, c'est le carré de la distance entre le score et puis le score moyen dans chacune des classes. Classe 2 ici et classe 1. Donc c'est en ça qu'on parle d'interprétation géométrique, puisque j'ai introduit le terme de distance. Si la distance entre le score est plus faible avec la classe 2, on va prédire dans la classe 2. Cette distance au carré que j'appelle delta 2, c'est très précisément la distance euclidienne, donc le carré de l'écart entre le score et puis le score moyen dans la classe, à condition que on ait les mêmes proportions de chaque classe dans l'échantillon, ce qui est le cas ici pour les huîtres. S'il y a des différences, il faut un peu corriger cette distance en prenant le correctif moins 2 fois log de pk. Donc ce résultat-là, il ne tombe pas du ciel, hein. Vous pouvez très bien l'obtenir simplement en remplaçant ces quantités-là par leur valeur en fonction des paramètres que j'ai donnés précédemment. Donc il y a un calcul ici que je ne fais pas pour ne pas vous embêter, mais qui n'est pas compliqué à faire. Donc je vous montre un peu dans R la réalité de cette chose-là. Alors d'abord, pour obtenir les prédictions sur l'ensemble du jeu de données, en prenant simplement un score linéaire, le score linéaire de Fisher, ben, j'utilise la fonction predict que j'applique à l'objet oysters.lda et je lui demande la classe predict, donc c'est la règle de Bayes. Hein. Voilà, donc prédiction.map, c'est un facteur à 7 modalités, AN, AR, etc. Et juste pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, cette vision un peu géométrique, je vais commencer par calculer les moyennes du score linéaire de Fisher par classe, toujours pareil, en utilisant la fonction tapply. Donc j'appelle ça L.classMin, c'est un vecteur qui a 7 composantes. Donc 0,59 c'est la moyenne du score de Fisher dans la première classe, première espèce, moins 0,44 dans la deuxième espèce, etc., etc. Après, pour avoir les écarts entre chacun des scores L et le score moyen dans chaque classe, j'utilise encore une fois outer, qui applique la fonction moins à chacun des scores en ligne et chacune des classes en colonne. Donc ça crée une matrice, classe.distance qui a 70 lignes et 7 colonnes. Donc le 2,83 là par exemple, ce qui apparaît sur la première ligne, première colonne, c'est l'écart entre le score pour le premier individu et la moyenne dans la première classe. Je vous montre les premières lignes. Le premier individu, qui se trouve être, on le devine dans son nom là, de l'espèce GI, ben on voit que il a une distance de 2,86 à l'individu moyen de la première classe, AN, et puis il a une distance 0,595 à l'individu moyen de la classe GI. Alors, on constate aussi, puisqu'on est là, que il a une distance de 0,188 avec la classe SI, avec l'individu moyen de la classe SI. Donc il va être classé, cet individu, dans la classe SI et non pas dans la classe GI à laquelle il appartient vraiment. Donc je peux appliquer à cette matrice de distance la règle géométrique que j'ai présentée dans la diapositive, c'est-à-dire que je vais choisir d'affecter un individu à la classe dont il est le plus proche de l'individu moyen. Donc je prends par ligne ici le numéro de colonnes correspondant à la distance minimale, d'où le which.min ici. Alors j'applique ça à la matrice en ayant appliqué la fonction valeur absolue, hein, parce que ici on a des valeurs négatives, hein, j'ai juste pris les différences, mais la distance c'est une quantité positive, donc c'est la valeur absolue. Voilà, et puis comme tout à l'heure, on a des résultats qui prennent la forme d'entiers, donc je traduis en termes d'espèces avec les petits noms des espèces là. Et la matrice de confusion qui est là, c'est pas réellement une matrice de confusion, c'est une matrice qui compare les prédictions
obtenu précédemment par le maximum a posteriori, puis par l'approche géométrique pour vous montrer qu'il y a une coïncidence parfaite. Donc ici, il n'y a pas d'individus là pour lesquels il y a une différence de prédiction par l'approche géométrique et par l'approche, par la règle de Bayes. Alors comme je l'ai fait en PLS, on peut dire ici qu'on a construit un premier score linéaire qui est une sorte de variable latente, au sens où c'est une combinaison linéaire des variables explicatives, qui a le plus grand pouvoir prédictif possible, puisque c'est la variable latente qui discrimine le mieux entre les espèces, au sens où sa statistique de Fisher de l'effet espèce est la plus grande possible. Comme on a fait en PLS, on va construire un deuxième score latent, en faisant en sorte, grâce à un phénomène de déflation, encore une fois, que la covariance entre L2 et L1 soit égale à 0. Donc le deuxième score latent n'est pas covariant avec le premier score latent. Et donc parmi toutes les combinaisons linéaires non covariantes avec le premier score latent, je vais choisir celle qui a la plus grande statistique de Fisher pour l'effet espèce. Donc je vais reproduire le même algorithme de recherche du meilleur score latent, le plus discriminant, mais en restreignant mon choix à toutes les combinaisons linéaires non covariantes avec le premier score latent. Et je peux continuer comme ça jusqu'à un nombre maximum qui est le nombre de classes moins 1. Je vais pouvoir construire, si j'ai cette espèce ici, 6 scores latents. Quand j'ai 2 espèces, j'ai 15 scores latents. Quand j'ai 3 espèces, j'ai 2 scores latents, etc., etc. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait ça dans R. Donc, cette fois-ci, je fais l'analyse complète discriminante de Fisher. Donc je vous montre toutes les statistiques de Fisher associées à chacun des scores latents. Donc 142,22 c'est la statistique de Fisher qui mesure le pouvoir discriminant du premier score latent. Bien évidemment, le deuxième score latent il est moins discriminant puisque il est choisi comme étant le plus discriminant possible, mais en restreignant aux combinaisons linéaires non covariantes avec le premier score latent, donc il est moins discriminant, mais il reste apparemment beaucoup plus discriminant que n'importe laquelle des variables choisies isolément. Et puis le troisième score discriminant, on va retomber dans des valeurs qu'on avait vues tout à l'heure quand on prenait les indices chromosomiques un peu isolément. Donc on avait par exemple pour C2, on avait un score de Fisher de 56. Donc ça veut dire que le troisième score discriminant, il est moins discriminant que ne l'est le C2 pris tout seul. Voilà, pour avoir tous les scores, j'utilise la fonction predict et je lui demande le résultat $x. Donc scores, c'est où? C'est ici, 70 lignes, 1 par individu, et donc 6 scores possibles, je l'ai dit, donc 6 colonnes dans cette matrice. La première colonne, c'est le premier score, la deuxième colonne, le deuxième score. Je peux vous montrer un aperçu de cette matrice avec la fonction head. LD1, c'est pour linéaire discriminant score 1, 2, 3, etc. jusqu'au 6e score. Donc le premier est le plus discriminant, le deuxième un peu moins, etc. etc. Et puis on a des représentations un peu comme on a en PLS et en ACP, donc des nuages des individus où je vais faire tout ça d'un coup. Donc je représente le nuage des individus avec les deux premiers scores. Donc ça c'est le premier plan discriminant. Donc en abscisse on a le premier score discriminant, en ordonnée on a le deuxième score discriminant. J'ai mis des couleurs différentes selon l'espèce, de manière à ce qu'on voit bien. Alors ce qu'on observe c'est que le premier score discriminant il sépare bien l'espèce GA des autres. Et le deuxième score discriminant il va avoir tendance à travailler sur la différenciation entre les autres espèces. En particulier, il y arrive bien, on va dire, pour séparer SI, GI et AN de AR, VI et CO. Après, il reste de la confusion là-dedans. On peut imaginer que cette confusion elle est gérée peut-être par le troisième score, voire le quatrième score discriminant. Donc on va retrouver des démarches qui ressemblent à celles de l'ACP, où plus on va dans la discrimination, plus on explique des différences entre groupes. Donc ça pose la question du choix du nombre de composantes en LDA de la même manière que
qu'on l'a vu en PLS, le choix du nombre de composants de PLS. Alors, avant d'aborder ce dernier point ici en grande dimension, je vais revenir un peu sur le script. Comment est-ce qu'on fait pour choisir le nombre de composantes? Je vais déjà vous montrer un peu l'effet du choix du nombre de composantes. Donc, j'utilise la fonction predict pour implémenter la règle de Bayes pour prédire. Donc, je lui demande la classe prédite par la règle de Bayes, mais en limitant à 2 dimensions. Donc, en fait, là, je vais utiliser une règle de prédiction qui est la règle géométrique. Je vais calculer les scores, les 2 premiers scores discriminants pour un individu. Et puis, selon où ça tombe dans ce plan factoriel là, je vais prédire en calculant la distance euclidienne par rapport au point moyen de chaque espèce. Donc, je vais choisir l'espèce de distance minimale avec le point pour lequel je veux prédire. Approche géométrique. Donc, je calcule les prédictions par maximum a posteriori. Je construis la matrice de confusion. J'observe qu'il y a quelques erreurs lorsque je prends deux scores discriminants, notamment AN ici, il y en a 2 qui sont classés en AR, et puis toujours la difficulté avec VI ici, dont seulement 4 individus sont bien classés, SI aussi, seulement 5 individus sont bien classés. L'accuracy, donc la proportion d'individus pour lesquels la prédiction est égale à l'observation, c'est 0,71. On a comme donc 71% du jeu de données qui est bien classé ici. Maintenant, je reprends exactement le même code, mais je laisse aller jusqu'à 6 scores. Au passage, si j'avais rien mis ici, il aurait pris par défaut cette valeur-là. Donc le plus de scores possible. Et cette fois, j'observe qu'il n'y a aucune erreur en prenant les 6 scores. Donc je classe parfaitement par la méthode d'année discriminante de Fisher en prenant les 6 scores. Bien évidemment, ce n'est pas de la validation croisée ici, donc c'est juste une mesure de la qualité d'ajustement du modèle, on va dire, du modèle de l'année discriminante de Fisher. Maintenant, si je veux mesurer cette accuracy par validation croisée, j'ai une possibilité grâce à l'option CV égale true, mais elle est assez limitée cette possibilité parce qu'elle ne me permet pas de choisir le nombre de dimensions. Elle me permet juste de calculer l'accuracy par validation croisée. Et c'est seulement la validation croisée live one out, pas non plus de choix là-dessus. Lorsque je prends 6 dimensions, 6 scores linéaires, donc c'est ce que je fais ici. Donc cette fois, les prédictions sont des prédictions par validation croisée. Je regarde la matrice de confusion et là j'observe donc des erreurs, certaines erreurs, ce qui veut dire que je vais avoir une accuracy par validation croisée qui va être non pas égale à 1 mais égale à 0,84. Donc ce que j'observe aussi, c'est que ce chiffre-là, il n'est pas modifié lorsque je recommence l'opération parce que le CV égale true ici me fait de la validation croisée live one out. Donc j'ai pas de segmentation aléatoire du jeu de données. Dans le live one out, le segment de données test, c'est juste un individu. Donc il y a pas, et cet individu, il réintègre le jeu de données d'apprentissage au coup suivant. Donc il n'y a pas d'aléatoire là en fait. Donc cette approche-là, elle est limitée, mais je ne suis pas allé plus loin pour pas alourdir le cours. Vous savez comment, à partir de la fonction fold, par exemple, implémenter une procédure de validation croisée qui me permettrait de choisir le nombre de dimensions. Vous pourriez très bien adapter ce qu'on a fait précédemment dans les podcasts pour écrire une procédure de validation croisée à la main pour choisir le nombre de dimensions à retenir en LDA. Donc je m'arrête là pour la discriminante de Fisher et j'ouvre un petit peu le diaporama juste pour vous dire que ce que j'ai fait là, c'est de la discriminante en dimension modérée, puisque je n'ai que 10 variables, donc je ne suis pas en grande dimension. Qu'il existe des méthodes pour faire de la discriminante en grande dimension, que je vous liste un peu ici, de manière non exhaustive d'ailleurs, parce que il existe plusieurs packages qui font ça, mais il y a 2 packages que personnellement j'utilise. Il y a un package qui fait de la régression, enfin plutôt de l'analyse discriminante de Fisher pénalisée, de la même manière qu'on fait de la régression lasso, de la régression ridge, on peut faire de
de l'analyse discriminante de Fisher pénalisée. Alors ça c'est lié au fait qu'on pourrait montrer, c'est une autre façon de présenter la LDA, que la LDA en fait s'obtient aussi par minimisation d'un critère de type moindre carré. Bon, je vais pas insister là-dessus, mais je vous le dis juste comme ça. Donc ça, comme c'est un critère de type moindre carré, on peut pénaliser ce critère par lambda fois la somme des valeurs absolues des coefficients ou lambda fois la somme des carrés des coefficients. Et donc il y a un package qui fait ça, qui s'appelle sparse LDA, donc qui correspond à une approche de type lasso ou ridge, les deux sont possibles dans ce package, de l'analyse discriminante de Fisher. Deuxième approche possible, on peut aussi considérer les variables réponses, enfin la variable réponse plutôt, une variable de classe, comme un ensemble de variables quantitatives codées 0, 1. Donc dans le cas présent, j'ai pas parlé de ça dans la présentation de la LDA, j'ai dit que y est une variable de classe. En fait, chaque variable de classe, si je dis que y appartient à la première classe, par exemple, je peux remplacer cette information par un codage binaire en disant que j'introduis un vecteur z qui prend la valeur 1 pour la classe 1 et puis 0 pour les autres classes. Donc la variable z, elle aurait ici 7 éléments. 1 pour la classe 1 puisque l'individu appartient à la classe 1, puis des 0 ailleurs. Le 1, il est mis sur la classe d'appartenance de l'individu et il y a des 0 ailleurs. C'est ce qu'on appelle le codage disjonctif de Y. Si on voit un peu l'analyse discriminante de Fisher comme une régression de multivariés avec plusieurs variables réponses de z sur les x, alors on peut implémenter des approches de type PLS pour ce type de variable z, donc avec plusieurs variables réponses, les variables codées binaires, et donc on appelle ça de la PLSDA. On fait de la PLS pour prédire la classe en considérant que la variable de classe, elle est codée de manière disjonctive. Et même, dans le package Mixomix, on fait de la sparse PLSDA. On peut même introduire une pénalisation lasso ou ridge pour contraindre les coefficients à être réduits dans l'estimation. Voilà, on va s'arrêter là et donc je serai à votre disposition pour toutes vos questions sur ce podcast dans le TD qui est associé à cette session.